Si vous êtes un habitué des animés, quel que soit le genre, vous avez forcément déjà un schéma dans votre tête qui vous contraint à penser que le personnage principal d'une série est toujours le héros et que quelles que soient les épreuves auxquelles ce dernier sera confronté au cours de toute l'histoire, il s'en sortira toujours. On va pas se mentir, c'est une formule qui fonctionne et à laquelle j'étais encore attachée il y a quelques années. Cependant, dans la liste des exceptions qui apportent une énorme instabilité à ce modèle, vous avez ce personnage qui est apparu pour la première fois en 2009, Eren Yeager. Hello bon de gens, j'espère que vous allez bien, Mikasa237 pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, car on va débattre aujourd'hui sur un personnage qui a énormément fait couler l'encre cette dernière décennie. Il s'agit ni plus ni moins du très célèbre Eren Yeager. Attention, spoiler! Vous devez avoir vu au moins 3 saisons de la série pour comprendre la critique énoncée dans cette vidéo. Pour commencer, on ne saura jamais comment le dire, mais la force et le succès de SNK résident énormément dans la pertinence et la popularisation des concepts énoncés dans le schéma narratif de la série. La série démarre en vous proposant une histoire dans laquelle l'humanité est confinée dans des murs énormes qui la protègent de monstres encore à cette époque incompris et entre guillemets invincibles, car l'humanité n'a encore rien pu faire contre ces derniers. Les monstres en question sont des êtres géants à forme humaine qui de prime abord ne semblent pas avoir de conscience. Isayama dans une interview a révélé qu'après avoir remarqué que ces monstres ressemblaient beaucoup aux célèbres zombies, a fait de son mieux pour que ces derniers se démarquent le plus des célèbres morts-vivants. C'est dans ce contexte que l'on fait la connaissance du personnage principal de l'intrigue, Eren. Dès les premiers instants de la série, on se rend compte qu'il s'agit d'un enfant qui ne supporte pas l'existence qu'il est obligé de vivre. Sa ville ou cette humanité qu'il connaît depuis toujours ressemble à une prison de laquelle il est prêt à s'échapper, quitte à prendre tous les risques. C'est notamment pour cette raison qu'Eren admire le bataillon d'exploration et voit de ses propres yeux comment cette dernière entre en mauvais état après une expédition extramuros ne change rien à l'idéal qu'il a cultivé dans son esprit à son jeune âge. Il a soif de liberté. Cependant, cette liberté est malheureusement confinée par les titans qui jusqu'à présent restent encore de véritables mystères. Qui sont-ils? D'où vient-il? Quel que soit le point de vue à ce moment dans l'intrigue, comme les téléspectateurs pour Eren Yeager, l'objectif ici est de sauver l'humanité afin de la libérer de ces monstres ignobles qui confinent les êtres humains dans une portion du monde. Le seul moyen pour lui à ce moment est donc d'intégrer le bataillon d'exploration qui lui donne la possibilité de transcender ces murs et de toucher du doigt cette vie à laquelle il a toujours rêvé. Avant cela, lorsque les titans finissent par détruire les murs pour la première fois au bout de 100 ans, la terreur prend tout le monde d'assaut et Eren voit sa mère se faire dévorer devant ses yeux. Il est alors pris d'une énorme colère parce qu'à ce moment-là, il n'était qu'un petit garçon qui ne pouvait encore rien faire. Yeager développe ainsi une haine chronique qui va guider ses actions mais qui sera aussi combinée à une naïveté due à son incompréhension sur le fonctionnement du monde. Celui-ci va avancer dans l'histoire avec cette logique qui n'est pas toujours comprise par ses camarades de chambre un peu plus raisonnables que lui. Seulement par la suite, on apprend que les titans qui au départ, pour nous tous, on va pas se mentir, étaient les ennemis jurés de la race humaine, étaient en réalité des machines contrôlées par l'être humain lui-même. La première transformation d'Eren survient à la fin du 2e tome, lorsque celui-ci a failli se faire dévorer par le titan le plus con de l'histoire. Cet épisode va alors lui révéler une nouvelle vie et pas n'importe laquelle. Parce que si vous vous rappelez bien, Eren depuis le début détestait, haïssait énormément les titans. Cependant, avec ces nouveaux pouvoirs, il aura la possibilité, l'obligation en quelque sorte de se servir de ce pouvoir afin d'anéantir les êtres qu'il déteste le plus. Pour connaître ton ennemi, deviens ton ennemi. En réalité, ce proverbe du général Sun n'est pas uniquement mis en avant par l'évolution d'Eren, car d'un autre côté, les titans appliquent eux aussi avec brio cet adage. En effet, Reiner, Belothov et Annie, eux aussi pour atteindre leur objectif, ont été contraints de s'infiltrer dans la tanière du loup. Vous comprendrez cette référence un peu plus tard. Ils se sont fait passer pour des frères d'armes, des proches, sur lesquels l'humanité et surtout Eren pouvaient compter. Seulement, ils ont fini par être révélés et ça a été une énorme claque pour Eren qui apprenait avec désillusion ce qu'était la trahison.
Au départ, il refuse d'accepter cette possibilité et ça se voit très bien lorsqu'Armin révèle son analyse sur la culpabilité de ses anciens compagnons. À ce moment-là, Eren est réticent. Il ne pouvait et ne voulait simplement pas croire que les personnes qui l'ont toujours épaulé étaient en fait les véritables ennemis de l'humanité qu'il a toujours souhaité protéger. Pour Eren, il n'était absolument pas question de croire qu'il s'était fait berner. Non, pas à ce point. À ce moment-là, la haine d'Eren est décuplée. En effet, parce qu'en plus de s'être rendu compte qu'il avait été trahi, il se rend compte avec effroi que son ennemi juré n'est pas qu'un simple monstre inconscient, mais bel et bien une machine déterminée à le faire tomber. Il assimile de manière tragique qu'il ne sait rien, qu'il ne peut rien faire et surtout qu'il est encore faible. À ce moment-là, il se jure une chose, de faire tomber toutes les personnes qui un jour ont soumis son monde à la terreur et à l'effroi, quelle que soit leur motivation. Tu dois avant tout croire en tes propres capacités. Depuis tout petit, Eren n'a jamais reculé devant l'adversité, même quand il se retrouvait en position de désavantage. Il n'a jamais souhaité être protégé et a souvent eu du mal à se reposer sur ses propres coéquipiers. Lorsqu'il a acquis son pouvoir de titan, il a vu en celui-ci une sorte de lueur qui lui donnait, ou je dirais lui confirmait ce qu'il avait toujours voulu, soit la capacité de porter le fardeau de la libération de l'humanité tout entière. Cette manière de penser a encore été accentuée dans sa bataille contre Annie. Souvenez-vous, en voyant la situation désespérée, Eren, qui est toujours prêt à foncer dans le tas, avait choisi de faire confiance à ses coéquipiers qui le suppliaient de ne pas se transformer. Cependant, après qu'il ait choisi de les écouter et de leur faire confiance, ces derniers ont fini par se faire massacrer un par un, laissant ainsi un goût amer dans l'esprit du protagoniste. Cela l'a davantage conforté dans le fait de toujours croire en lui et en lui seul pour résoudre tous les problèmes. Retenez bien ce trait de caractère car ceci a un impact primordial dans le développement du personnage et dans la situation des événements. Dans une autre interview, Hajime Isayama a révélé avoir demandé aux équipes d'animation de donner au caractère d'Eren, au visuel d'Eren, une particularité un peu plus brutale, des traits un peu plus brutaux. Celui-ci, de son côté, va aussi se forcer de rendre son personnage un peu plus sombre au fur et à mesure de l'intrigue. De telle sorte qu'avec le temps, tout le monde finisse par se poser la fameuse question. Eren Yeager est-il bon ou mauvais? Selon Isayama, casser l'esprit du personnage principal aussi rapidement dans la série et le faire sombrer dans le désespoir et la haine permet plus facilement aux téléspectateurs de s'identifier à celui-ci. De telle sorte que nous, en tant que téléspectateurs, on puisse se poser de véritables questions. Qu'allons-nous faire si nous nous retrouvions dans cette situation? Eren va alors s'engouffrer dans cette haine qui va devenir de plus en plus sadique au fur et à mesure de l'intrigue. Lorsqu'il apprend la vérité sur les Race et le fait que Grisha, son père, ait mangé ces derniers avant qu'Eren lui-même ne le mange à son tour, le protagoniste perd pied. Toutes ses valeurs, ses convictions, son pouvoir en lequel il avait posé tous ses espoirs jusque-là sont remis en question. Pour Eren, c'est le drame et il est fatigué. Si bien que pour la première fois, il essaie de se débarrasser de ce fardeau en demandant à Historia de le manger. Né à nez avec l'incompréhension de ce monde, la triste réalité sur son père qu'il croyait jusque-là sain écrase une fois de plus son esprit. Cependant, il a réussi à se remettre de cet épisode et à aller de l'avant en perdant peu à peu sa naïveté. Si avec le temps on voyait de plus en plus la mentalité d'Eren Yeager évoluer, l'épisode Non Retour s'est fait à l'arc Mar, où le personnage principal va passer de héros à monstre. Isayama a réussi à faire basculer les choses en nous donnant dans cet arc le point de vue de l'adversaire, en l'occurrence Reiner et ses compagnons. On apprend leur réalité qui est loin d'être idyllique et c'est avec une petite logique que l'on finit par s'attacher à ces derniers. C'est pour cette raison que lorsqu'Eren arrive enfin à son objectif final, c'est-à-dire sa vengeance, et qu'il tue Willy Tybur après avoir massacré de nombreux civils, il crée chez le lecteur un petit malaise. Car oui, on l'aime, on a grandi avec lui, mais d'un autre côté, les autres aussi, on les aime bien. Isayama a réussi à transformer son personnage principal en monstre avec un simple jeu et a montré que dans une bataille, le chassé peut très vite devenir le chasseur. Et c'est très bien joué.
Une scène qui personnellement moi m'a marqué est celle où Eren explique à Reiner qu'il comprend parfaitement ce qu'il a vécu. Et après, celui-ci prend un malin plaisir à expliquer à son adversaire qu'il compte faire exactement comme lui et ne s'arrêtera que lorsque tous ses ennemis seront tombés. Avec le développement du personnage, c'était facile à voir, flagrant même j'ai envie de dire, il devait se transformer. Et pour ma part, cette phase a marqué un énorme palier dans la manière dont le personnage perçoit le monde et pour nous, en tant que supporters d'Eren, de le voir lui. Suite à cette intervention, la face du monde va être renversée. L'île du paradis va attirer tous les regards et on va de plus en plus assister à des massacres entre hommes. C'est à ce niveau que l'on découvre qu'Eren quitte ses amis pour suivre Seik, qui avait pour plan de laisser s'éteindre la lignée d'Ymir. Mais une fois de plus, Eren va le laisser tomber pour ne suivre que sa seule voie, sa propre destinée. Il se révèle de plus en plus au fil des épisodes comme quelqu'un d'égoïste. En se rappelant du souvenir dans lequel il avait sauvé Mikasa plus jeune, il explique à Sei que c'est quelque chose de naturel chez lui, qu'il a toujours ôté la vie aux autres avant que ces derniers ne puissent prendre la sienne. On comprend donc que depuis toujours, au-delà de sa colère, sa volonté lui importe plus que tout et il n'y a qu'elle qui compte. Par la suite, on apprend que Grisha a été manipulé par Eren à travers le pouvoir du titan assaillant pour massacrer les Fritz. Celui qu'on a vu à l'époque comme un père indigne qui se serait servi de ses propres enfants pour arriver à ses fins était en réalité un pantin d'Eren. Ceci laisse entendre qu'au-delà de sa vengeance, Eren a une manière de voir les choses bien précises. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, celui-ci n'aura aucun remords à l'écarter de son chemin. Généralement, dans les séries shonen de type Neketsu, le personnage principal est caractérisé par une nature frivole, animée de courage. Cet ensemble ajouté à sa pureté va être conservé tout au long de son périple et attirer à lui les bonnes personnes qui vont l'aider et le pousser en avant. Entouré donc d'alliés qui seront là pour le pousser en avant, il aura toutes les cartes en main pour lui permettre d'atteindre ses rêves ou ses objectifs. Cependant, cette définition n'est pas tout à fait vraie pour notre personnage à nous. En effet, Izahamae a choisi ici de détacher son protagoniste des caractéristiques types des héros du genre. Plus il évolue, plus Eren a une vision divergente des héros des séries conventionnelles. Là où les autres héros vont consolider leur lien avec leur allié, Eren de son côté va se rendre compte avec douleur que faire confiance à ses alliés n'a jamais donné quelque chose de bon. Il va se rappeler avoir fait confiance à Hannes et avoir vu sa mère dévorée et avoir fait confiance à son équipe pour ensuite la voir être massacrée par le titan féminin. De ce point de vue, s'en remettre à la force de ses alliés est considéré pour lui comme une faiblesse. Pour Eren, laisser quelqu'un décider pour lui-même, c'est perdre le contrôle sur la situation en risquant de voir les êtres qu'il aime le plus se faire massacrer à nouveau. Ce qui est intéressant ici avec le personnage, c'est qu'il n'a pas de rêve final individuel comme la plupart des héros de Neketsu. Il ne souhaite pas devenir Hokage ou le roi des Eldiens. Cependant, certaines personnes peuvent penser avec erreur que les ambitions d'Eren sont individualistes, menées par sa vengeance. Avec un regard un peu plus attentif, on se rendra compte que ce que cherche Jäger, c'est la survie de l'humanité. Et on l'a vu à plusieurs reprises, il n'a pas de retenue à se mettre en avant pour foncer dans le tas et essayer de venger son peuple qui depuis toujours a été traité comme du bétail. Eren est prêt à tout sacrifier pour l'humanité, même sa vie. C'est en partie pour cette raison qu'il avait décidé de donner sa vie à Historia si c'était une solution qui lui permettrait de résoudre le problème. En voyant par la suite que détruire les autres puissances n'était peut-être pas la solution qu'il fallait, Eren une fois de plus a joué la carte solitaire. Il a décidé de se mettre en avant comme seul prédateur mondial afin que tous le voient comme la seule menace du monde. De cette manière, il permettait de détourner l'attention des populations extérieures sur lui plutôt que celle de l'île du paradis. Encore une fois, il prend tout sur lui et décide de ne compter que sur ses propres capacités. Il accepte de passer pour le méchant afin de donner une chance à son peuple de vivre la vie de laquelle il a toujours été privé. Et comme de nombreux héros du même genre, même si ses objectifs sont louables, ses méthodes et ses actions sont douteuses. Et à ce moment, il le sait. Il sait qu'il n'est plus le héros de l'histoire, mais décide de l'assumer jusqu'au bout. Mais malgré tout, il ne faut pas croire qu'il n'a pas de cœur, car au fond de lui, ce qu'il souhaitait le plus était de voir le monde et d'être libre. Cependant, ce monde n'était pas prêt à lui donner cette liberté-là.
Alors en tant que protagoniste en colère et exacerbé, il aura essayé de l'arracher par tous les moyens possibles. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. S'il vous a plu, on fera beaucoup plus d'analyses par la suite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification car ça fait toujours plaisir. Suivez-nous aussi sur les réseaux, sur TikTok où je suis très active et sur Instagram pour découvrir toutes mes dingueries. On se retrouve très bientôt, bande de gens. D'ici là, portez-vous bien. Bye.